Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'entrée de chaque week-end au Cameroun, des corps morts, des hommes et des femmes convergent vers leur terre natale au nom d'un lieu de continuité historique et bien entendu au nom des racines traditionnelles des uns et des autres. Mais avec la loi portant code général de la décentralisation qui est un examen au Parlement camerounais, à l'Assemblée nationale mais également au Sénat, eh bien la polémique a quelque peu enflé sur le rapport des communautés autochtones avec la politique, la société dominée ou même celle dominante. C'est selon les cas, après d'ailleurs le corps électoral à la veille des élections législatives et municipales qui sont prévues pour se tenir au Cameroun en 2020, précisément le 9 février. Alors question, quel autochtone, quelle décentralisation avec nous et avec nous, c'est d'ailleurs l'objet de notre centre d'intérêt ce soir en compagnie de nos invités qui sont tous royalement déjà installés dans ce studio pour pouvoir apporter leurs opinions selon leurs origines différentes. Et je commence par accueillir un avocat au barreau du Cameroun, Maître Dieudonné Takam. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sono. Bonsoir à tous vos invités et bonsoir également à tous ceux qui nous regardent. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et à la CPI, la Cour pénale internationale. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. C'est vrai qu'au Cameroun, chaque fois qu'on prononce CPI, ce n'est pas de tout cœur que les uns les autres accueillent. Cela, c'est le seul Camerounais, en commençant par votre voisin de droite. C'est à tort, ça il faut le dire, c'est à tort. Je pense que la Cour pénale internationale, c'est une institution qui devrait faire plaisir à tout le monde. Faire plaisir. Oui, parce que à partir du moment où on est des citoyens, on est des républicains et qu'on n'a rien à se reprocher, là c'est le bandit en principe qui devrait avoir peur du gendarme. Donc, vous savez très bien quelles sont les missions de la Cour pénale internationale. Et donc, dans une société comme la nôtre, où normalement la Cour pénale internationale ne devrait pas avoir à mettre pied, normalement, il n'y a pas lieu à s'inquiéter. Cependant, si certains citoyens commettent des infractions qui sont de la compétence de la Cour pénale internationale, c'est donc avec raison qu'ils peuvent s'inquiéter. Mais je me dis que le Cameroun devrait faire un pas en avant, notamment en ratifiant le traité de Rome sur la Cour pénale internationale. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas, malheureusement. Ce n'est pas encore le cas. Nous-mêmes, les quelques rares avocats camerounais qui sommes inscrits là-bas, ce n'est pas facile. Parce qu'à partir du moment où votre propre pays n'a pas ratifié le traité, il faut bien que, pour que vous puissiez être inscrit, que vous puissiez, je ne sais pas moi, faire des efforts supplémentaires par rapport aux confrères des autres pays ressortissants, par rapport aux autres confrères dont les États ont ratifié le traité de Rome. C'est bien entendu. Voilà. Maître Takam Dieudonné, infiniment merci d'être venu sur notre plateau. J'accueille à présent Jean-Claude Sobtieu Kapchouang. C'est un homme politique, c'est un membre d'ailleurs du bureau politique de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun. Monsieur Sobtieu, bonsoir. Oui, bonsoir Pierre et Sono. Pasteur, un autre... Bonsoir à Pierre Sono. Je voudrais également saisir cette opportunité qui m'est donnée, n'est-ce pas, pour adresser les salutations fraternelles de l'Union démocratique du Cameroun au peuple camerounais et notamment aux militants et militantes de l'Union démocratique du Cameroun qui actuellement du côté de Fouman sont là pour la fête, pour le jubilé du docteur Adamou Ndamjoa par rapport à ses œuvres et que cette cérémonie a commencé depuis vendredi, elle se poursuit, elle va s'achever avec le carnaval qui aura lieu, n'est-ce pas, le 1er décembre, le 1er janvier 2020. C'est pour célébrer les autochtones? Non, on ne célèbre pas les autochtones, on célèbre, n'est-ce pas, l'œuvre d'un homme qui est ici, le docteur Adamou Ndamjoa, par rapport à ce qu'il a fait, partant de son enfance jusqu'à la date d'aujourd'hui. C'est un jubilé. Qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être c'est l'occasion de le dire, de le décliner sur ce plateau. Bon, en attendant, peut-être si vous voulez qu'on entre dans les différents débats. Non, oui. On va rentrer dans le débat tout à l'heure. Peut-être vous avez dit qu'il faut célébrer un homme. Célébrer les actions d'un homme. Ah d'accord, vous avez commencé par dire qu'il faut célébrer un homme. Homme. En dehors de ce que le docteur Adamou Ndamjoa soit reconnu comme celui qui a apporté de la rigueur dans le processus d'obtention d'un certain nombre d'examens au Cameroun, diplôme d'ailleurs, on parle du bac Ndamjoa.
C'est un peu cela qui est la charnière de cette célébration. Mais non, la question n'est pas seulement à ce niveau. Si je veux prendre un niveau qui a une relation avec la thématique d'aujourd'hui, je devrais convoquer ici les assises de la rencontre tripartite de 1991, où le Cameroun devait voler en éclats. N'eût été l'architecture du docteur Adamou Damdjoua par rapport à la contribution qu'il avait apportée pour la formulation et la mise en place des dispositifs qui devaient conduire à la rédaction de la Constitution de 1996, qui est celle qui est applicable dans notre pays, même si quelque part elle a été édulcorée quelque part. Au moins, l'action du docteur Adamou Damdjoua a permis que la guerre civile qui devait se faire dans notre pays n'a pas eu lieu. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où le grand dialogue national a eu lieu et un ensemble de recommandations qui ont été prises qui, aujourd'hui, souffrent à être implémentées. Vous comprenez pourquoi, par rapport à la thématique de ce jour, qui parle du projet du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Et vous, avec ancrage sur l'autonomie. On devrait questionner les dispositions de l'article 246 qui parle de l'autonomie par rapport, je ne sais pas quoi, mais qui est la suite logique, n'est-ce pas, des dispositions incluses dans la Constitution de 1980, qui vont nous amener sur ce plateau à nous poser la question de savoir quel Cameroun voulons-nous pour notre pays. Très bien. J'accueille maintenant Patrice Ondono. Monsieur, bonsoir. Vous êtes là pour la communication du parti politique au pouvoir au Cameroun, le RDPC. Bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur Ghislain Pierre Sonnon. Alors, on célèbre Adamou Damdjoua comme étant un héros. On célèbre les actions du docteur Adamou Damdjoua. Allez, on célèbre les actions du docteur Adamou Damdjoua. Un héros, pas plus que Paul Biya, ou alors moins. Donc, je voulais juste rappeler aux représentants de l'UDC que la campagne électorale n'a pas encore commencé. Donc, tout ce qu'il dit là, c'est dans le sens de la campagne électorale. Mais ceci dit, Adamou Damdjoua s'est illustré dans les années 78-80 par une éthique qui est reconnue au niveau non seulement du Cameroun, mais aussi à l'échelle continentale. Et on ne peut pas lui dénier ça. Il a par la suite, effectivement, dans la suite du mouvement, essayé de créer son parti politique, l'UDC, qui est un parti d'opposition. Donc, il est président d'un parti d'opposition, mais il y a une certaine valeur qu'on lui reconnaît. Il doit aussi reconnaître que le président Paul Biya l'a beaucoup aidé dans le fonctionnement de son parti politique. Alors, vous voulez dire que le RDPC a financé un peu l'UDC à un moment donné de son histoire? Non, d'abord donner la liberté, n'est-ce pas, à tous les partis de s'exprimer. Ah, c'est une aide alors? Oui, c'est une aide, c'est une aide. Et au-delà de ça, il y a d'autres aides qu'on ne peut pas ici en parler. On ne peut pas en parler à haute voix, mais je voudrais revenir tout à l'heure sur ce que disait mon voisin, l'avocat, M. Takam, sur la CPI. Sur la CPI. Il a donné effectivement il a dit un certain nombre de choses. Je voulais juste rappeler que les États-Unis, qui sont le plus grand pays du monde, est un pays qui n'a pas adhéré à la CPI. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, c'est un pays où les droits de l'homme sont violés chaque jour. Un pays où les Noirs ont beaucoup de problèmes avec l'autre communauté. Qu'il faut copier. Et je voulais également lui rappeler que l'article 9 du statut de Rome fait obligation, c'est vrai, aux pays qui ont adhéré à cette convention d'être jugés par la Cour pénale internationale de justice. Ça concerne beaucoup de pays ici en Afrique. Mais je voulais surtout dire que, en ce qui concerne les crimes contre l'humanité, lorsque vous êtes appelé, lorsque vous avez commis des crimes dans un pays, même si vous n'avez pas adhéré de manière spontanée à la convention, n'est-ce pas, au statut de Rome que la Cour pénale internationale de justice, que la Cour pénale internationale met en branle, vous pourrez éventuellement, n'est-ce pas, être passible. Vous pourrez être passible des infractions qu'on ratifie ou pas. On peut faire l'objet de poursuites devant la CPI. Oui, c'est pour cela qu'on a eu le tribunal pénal international sur le Rwanda et sur l'ex-Yougoslavie, un certain nombre de choses. Donc, mais ça ne nous concerne pas parce que nous sommes respectueux des droits de l'homme, nous sommes respectueux des libertés publiques et individuelles. Et c'est quand nous avons évoqué ça,
ça veut dire que nous n'avons aucun problème, n'est-ce pas, à ratifier ce texte. Très bien. Donc, on convient donc qu'il est important. Il n'y a pas de risque à ce que notre pays ratifie le traité de Rome. Puisque vous vous entendez tous les deux, c'est tant mieux. Voilà. J'accueille maintenant, puisqu'on parle des minorités ce soir et donc de la protection de leurs droits, j'accueille maintenant Monsieur Maroufou. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ghislain Peressono. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Vous êtes porte-parole de la communauté Bororo du Cameroun. Bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est original et merci de nous avoir fait honneur. On accueille également un autre défenseur des communautés, j'ai envie de dire minoritaires au Cameroun, Thierry Massaga. Monsieur, bonsoir. Et vous êtes membre de l'association, sinon fondateur de l'association nationale des œuvres du Cameroun, et vous défendez les intérêts des Bakola. C'est un sous-groupe des Pygmées, un autre groupe minoritaire au Cameroun. Alors, je voudrais qu'on se lance immédiatement dans le débat qui nous interpelle ce soir. Maître Dieudonné Takam, si l'on doit faire un cadre juridique s'agissant justement de cette problématique de l'autochtonie, de l'autochtone, que diriez-vous sur le plan juridique, institutionnel? Où est-ce qu'on en est? On est parti d'où? On est passé par où? Ben écoutez, ça va être un peu difficile de lier l'autochtonie à la loi. Un peuple autochtone, c'est un peuple qui a toujours été là où il est, et donc qui a ses coutumes, qui a ses us ancestrales, et qui font de ce peuple un peuple à part, en ce sens que tous les autres sont venus les trouver sur place. Donc vous comprenez que c'est des gens qui ont existé avant même la codification, avant que les lois ne soient votées. Mais toujours est-il que, compte tenu de leur spécificité, un certain nombre de dispositions juridiques ont été adoptées. Je peux citer sur le plan international la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui a été adoptée le 13 septembre 2007 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et à travers cette résolution, les Nations Unies ont officiellement reconnu un certain nombre de droits aux peuples autochtones, qui sont d'ailleurs les mêmes droits reconnus à toutes les populations du monde entier, mais sauf qu'en plus de ces droits ordinaires, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la liberté, etc., etc., les Nations Unies ont voulu que les peuples autochtones aient également le droit de rester soi-même, de continuer à rester soi-même, le droit de continuer à pratiquer leur culture ancestrale, leur religion ancestrale, et le droit donc de ne pas voir leur paysage, leur entourage être complètement modifié avec l'évolution des villes. Donc ça, c'est un peu la particularité de cette déclaration des Nations Unies, qui veut donc que partout où se trouvent des peuples autochtones, que leurs droits spécifiques soient reconnus et protégés. Et dès que cela dit, peut-être que M. Sobtier et Jean-Claude va ajouter tout à l'heure, est-ce que c'est pour reprendre ça dans l'instrumentum national, dans les textes nationaux, c'est également prévu dans la loi fondamentale. Est-ce que dans la loi fondamentale camerounaise, pour revenir maintenant au pays, il y a antagonisme, il y a conflit entre autochtones et allogènes? Écoutez, M. Sono, vous posez une question cruciale. Parce que tel que défini par les Nations Unies, la façon suivant laquelle nous au Cameroun, notre loi au Cameroun, vous avez parlé de la loi fondamentale, justement, l'article 57, alinéa 3 de la Constitution, tel que modifié le 18 janvier 1996, prévoit justement que les présidents des conseils régionaux doivent être des personnalités autochtones. Par rapport au débat du jour, le projet... Et en examen à l'Assemblée nationale et au Sénat, la décentralisation prévoit également que le maire, si le code est adopté, le futur maire des différentes communautés urbaines devrait être également une personnalité autochtone. Alors, vu sous cet aspect, j'ai bien peur que l'entendement que le législateur camerounais donne à l'autochtonie ne soit pas exactement la même chose que l'ONU défini par la communauté internationale, par les instruments juridiques internationaux. Jean-Claude Sobtier, vous êtes de cet avis? Je partage entièrement l'avis de Maître Takam, parce que la question de fond, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, qui porte sur le questionnement de l'article 246 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, va nous amener à mettre en évidence sur ce plateau aujourd'hui la grande différence qui doit exister entre la définition du concept d'autochtone fait par les Nations Unies et la définition que le législateur camerounais fait du concept
d'orthotones. Or, en réalité, quand on reprend ce que vient de dire M. Takam tout à l'heure, là, il a mis un certain nombre d'éléments, n'est-ce pas, en évidence qui vont nous permettre de saisir la plus grande différence qui existe entre l'orthotone au sens onusien du terme et l'orthotone au sens législatif du terme employé par les législateurs camerounais. Quelle est donc cette différence? La différence, c'est que quoi? En réalité, pour l'ONU, la notion d'orthotonie doit être liée à un principe d'occupation du terrain, est liée à un principe de naissance, est liée à une activité culturo-historique, est liée à un mode de vie et est liée à la protection de l'environnement dans lequel les populations orthotones habitent. Maintenant, le législateur camerounais, en introduisant dans la Constitution et dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées, la notion d'orthotone ne se réfère pas guère ici, n'est-ce pas, aux différents éléments tels que je viens de citer concernant la définition que donnent les Nations Unies au sujet de l'orthotonie. Or, on va vous dire que, d'après les dispositions de l'article 246, ne peut être maire de la ville que quelqu'un qui appartient à la région, n'est-ce pas, subséquent. Or, en réalité, Monsieur Pierre Sono, je vous pose une question. Mes enfants sont nés à Yaoundé. Attendez. Je crois que c'est moi qui... Non, mais mes enfants sont nés à Yaoundé. Ils ont presque 30 ans à Yaoundé. Vous allez dire, ils sont allogènes ou ils sont orthotones? Est-ce que la notion d'orthotonie ici est liée à un lien tribal? Est liée à un lien de naissance? Ça, c'est autant de questions que l'on va se poser. Thierry Massaka, vous qui défendez la cause de Bako, j'ai envie de dire, de Bakola, on les appelle prosaïquement et d'ailleurs à tort les pygmées. Est-ce que vous avez l'impression que vous devez adhérer à cette définition-là? Il semble mettre en question la définition qui est faite par le législateur camerounais sur le lien de terre, d'une part, et le lien de sang, pour parler effectivement de l'autochtone. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette considération-là? Bon, en toute sincérité, je ne suis pas très d'accord. Je ne suis pas très d'accord avec... Monsieur Sobtier Jean-Claude. Donc, je crois qu'il faudrait revoir des choses à la base, dans le fond. Ah, oui, je ne suis pas tellement d'accord. Vous proposez quoi? Je ne suis pas d'accord. Comment vous vous sentez quand vous êtes Bakola? Est-ce que vous avez peur d'un envahissement pour pouvoir redéfinir, vous, ce que vous considérez comme étant autochtone ou peuple minoritaire? Dans le fond, en toute sincérité, il faudrait d'abord reconnaître que le peuple Bakola est reconnu comme un peuple à part par le passé. Mais aujourd'hui, ils sont reconnus comme un peuple à part entière. Je ne parle pas parce qu'il s'agit des peuples Bakola ou des pygmées. Il s'agit d'un peuple. Il s'agit aujourd'hui des personnes à part entière grâce à la politique d'intégration prônée par le chef de l'État. Donc, en ce qui me concerne, je crois qu'il faudrait laisser, n'est-ce pas, il faut un peu d'espace pour les autochtones. Effectivement, c'est ce que moi je me dis. Mais il faudrait un peu d'espace pour les autochtones. Je dis, c'est très important dans notre société. Il ne faudrait pas que nous jouions à la démagogie. Allons dans le fond. Une petite réaction avant de donner la parole à M. Maroufou. Oui. Quand j'entends le représentant de la société, du groupement Bakola dire ce qu'il dit là, il m'inquiète. Voici un représentant de la communauté Bororo qui est autour de nous. Nous avons les Bororo dans le nord-ouest. Nous avons les Bororo à l'ouest. Est-ce donc à dire qu'ils ne font pas partie des populations orthotones? Ils constituent une population orthothone. Mais la notion de terre, n'est-ce pas? Ils sont dans le nord-ouest depuis combien de temps? Mais est-ce que s'il faut remonter à la donnée ancestrale, est-ce que leurs ancêtres étaient dans le nord-ouest? Très bien. Question. Monsieur Maroufou, peut-être un petit rappel historique. Qui est le Bororo? Comment vous avez accueilli cette notion d'autochtonie qui est encadrée par la loi camerounaise? Merci, M. Ghislain Peressono. Avant de répondre à la question, permettez-moi de renchérir la définition donnée par le représentant de l'UDC sur la différence qu'il existe entre autochtone au sens onusien du terme et autochtone au sens camerounais du terme. Autochtone au sens onusien du terme de manière
simplifié, c'est celui-là qui a su garder sa culture malgré la mondialisation. Ça. Et quand on revient au Cameroun, on parle des autochtones, on fait plutôt allusion de manière simple aux premiers occupants du terrain. Revenons un peu plus haut. Vous savez combien de temps les Mbororo sont au Cameroun et les Pygmées? C'est ça. Mais il y a une certaine opinion qui ne cesse de dire que les Pygmées et les Mbororo de manière particulière sont les étrangers au Cameroun. Pour tout ça, parce qu'il y a une seule question qu'on se pose. C'est quoi le mode de vie d'un Mbororo? Un Mbororo est caractérisé par ce qu'on appelle le nomadisme. C'est ça. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est là-bas. Le Mbororo est donc parmi les premiers occupants du Cameroun. Quand vous remontez à l'histoire, les explorateurs, qui guidaient les explorateurs? Quand les explorateurs arrivaient en Afrique, au Cameroun, qui les guidait? C'est le Mbororo Peul avec le chameau, avec le cheval. On les a trouvés, combien de temps ils sont ici? Je reviens encore avant de répondre. On dit, vous êtes étranger. Quand vous partez, par exemple, M. Ghislain Pierre-Estonneau, quand vous partez, vous voulez aller en Europe, quelle est la langue que vous étudiez? Vous étudiez soit l'anglais si vous voulez en Angleterre, le français si vous voulez aller en France. Mais prenez-moi tout le Grand Septentrion, les 3 régions du Grand Nord. Prenez-moi l'Est. Quelle est la langue la plus parlée là-bas? Je pense que cette manière de penser et cette manière de voir, de considérer ou bien de marginaliser cette population minoritaire, je ne suis pas tout à fait, la communauté internationale et l'ensemble des pouvoirs publics ne sont pas d'accord à cette question. Maintenant, s'agissant de la question d'autochtonie et la relation avec les Mbororo. On a dit que les nations, quand on prend le plan international, les Nations Unies reconnaissent les Mbororo. Toutes les institutions, la majorité des institutions onisiennes, l'Organisation internationale du travail, reconnaît, protège les populations autochtones. Mais est-ce qu'il y a un débat à ce niveau? Peut-être la question se poserait, celle de savoir, est-ce que... J'arrive. Parce que nous sommes là à une reconnaissance législative. Le Cameroun reconnaît à travers la Constitution, les lois de 2004 de la décentralisation, reconnaît le Code général qui est en débat à l'Assemblée nationale en parle sur le terrain. Sur le plan pratique. Donc vous avez l'impression que vous êtes condamné à ne jamais être autochtone? Rien n'est fait. Je suis en train de dire ceci. Depuis plus de 20 ans, depuis que le Cameroun est entré, on peut dire, dans l'ère démocratie, depuis le contexte plural, on a eu combien des élections municipales? Nous avons combien de maires au Cameroun? Je viens. Combien de maires au Cameroun? Combien de députés des minorités au Cameroun? Combien de sénateurs? Combien de sénateurs au Cameroun? On se pose cette question. Ça, c'est sur le plan politique. Allons sur le plan administratif. Économique. Le tableau est sombre. Moi, je pense que le gouvernement camerounais reconnaît quand même, est en train de faire la promotion, mais cette promotion est lente. Très bien. Il faut redonner de l'eau. Un peu plus de vivacité à cette reconnaissance. Au moins sur le plan législatif, vous l'avez reconnu. Alors, Patrice Ondono, le RDPC a-t-il fait faillite en ne pas assurant cette continuité historique? On a l'impression que ça rejaillit souvent au fil des ans et au fil des intérêts pour dire on reconnaît l'autochtonie, on reconnaît l'autochtone, alors qu'on aurait pu établir les bases sur cette continuité historique, à savoir que soit on adopte le fait que l'autochtone, c'est cette personne qui est là depuis ses ancêtres par le lien des terres, soit c'est celle qui est là par le lien des sangs, ou alors celle qui est dans un territoire par exploitation. Bon, je voulais avant de répondre directement à cette question, vous rappeler, n'est-ce pas, à nous tous et aux téléspectateurs, que parmi les Camerounais les plus riches, il y a un Mbororo. Vous le savez. Donc vous ne pouvez pas vous mettre là, en pleine télévision, dire que non, qu'on est en train de refouler les Mbororo. C'est des choses inacceptables. Parmi les plus riches de ce pays, hein. Oui. Donc il faut faire attention aux déclarations que nous amenons ici. En plus, vous avez parlé, chacun a parlé des conventions onusiennes, des conventions des textes internationaux, des traités internationaux. Mais je voulais vous rappeler que nous sommes dans un pays, et c'est le Cameroun. Et au Cameroun, il y a une loi qui nous gouverne. C'est la loi fondamentale, dont notre constitution. Et dans notre constitution, il est clairement dit que le gouvernement camerounais, dans son préambule, se doit protection des minorités. Très bien. Qui sont considérées comme des minorités? Il y a 2 peuples qui sont considérés comme des minorités. Les Mbororo et les Pygmées. Et on a aussi parlé des autochtones. Et on a également évoqué les allogènes. Parce que dans le préambule, on a évoqué un certain nombre
de prérogatives, parce qu'on a constaté dans la loi constitutionnelle de 1996 que ces minorités devaient être protégées. Et c'est ce que le gouvernement camerounais a mis dans la Constitution. C'est la Constitution qui nous gouverne, ce n'est pas autre chose. Très bien. Dès lors que nous protégeons, n'est-ce pas, les minorités, c'est le plus important. Maintenant, lorsqu'on parle d'autochtones, sachez que chaque Camerounais est un autochtone. Parce que chaque Camerounais a son terroir dans lequel il a vécu, dans lequel ses ancêtres ont vécu. Le terroir avec lequel nous avons un lien de sang, un lien géographique. Chaque Camerounais a un... Parce que dès lors qu'arrive au moment où vous devez, quand vous décédez, on vous ramène chez vous. Lorsque, au jour d'aujourd'hui, le gouvernement, dans la grande sagesse du président Paul Biya, prend les dispositions de l'article 246 sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées, ça fait partie de deux choses. La première chose, c'est dans la continuité de la protection des minorités des autochtones. Dans la protection des minorités des autochtones. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où nous avons plus de 360 communes. Et il y a des agglomérations, 14. Il y a des agglomérations où l'exode rural aidant, parce qu'il faut le savoir. Nous tous, nous venons en ville, n'est-ce pas, trouver des peuples qui sont déjà établis. Nous, à Logé, nous venons nombreux. Et il est tout à fait normal et décent que ce peuple soit protégé, comme le disait le représentant Bakola. Il est tout à fait normal que ce peuple soit représenté. On a donné la possibilité, dans les 360 communes qu'il y a au Cameroun, que n'importe quel Camerounais peut être maire de ces 360 communes. N'importe quel Camerounais peut être président de la République. Même un pygmée. Même un pygmée peut être président de la République. Oui, bien sûr. Il peut être président de n'importe quelle commune dans les 360. Mais on a estimé effectivement que, étant donné que nous sommes tous à la recherche d'un mieux-être et que nous sortons de partout, il est tout à fait normal que ceux qui ont été établis quelque part, et lorsqu'on les trouve, on puisse partager avec eux. Parce que c'est eux qui nous ont accueillis, qu'on puisse partager. Et c'est tout à fait normal que dans les 14 communautés urbaines qui ont été identifiées, qu'on puisse encadrer l'élection, n'est-ce pas, des maires. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème parce que ce que vous dites, c'est une tempête dans un verre d'eau. Une tempête dans un verre d'eau. C'est une tempête dans un verre d'eau parce que ce que les gens font, c'est que ce sont des histoires. Ce sont des histoires, pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où, laissez-moi aller jusqu'au bout, je vous en prie. Nous sommes dans un pays où les communautés urbaines qu'il y a au nord, parce que je suis un peu nordiste, il est difficile que si vous n'êtes pas du nord, vous soyez, n'est-ce pas? Très bien. Non, c'est pas fini. Lorsque au Nouzo, dans le nord et le sud-ouest, nos concitoyens, nos frères concitoyens anglophones ont décidé que c'est essentiellement ceux qui sont des leurs qui peuvent, n'est-ce pas, gouverner là-bas. Personne n'a parlé. Et vous allez voir que dans la partie ouest du Cameroun, c'est tout à fait normal que ceux qui doivent gouverner là-bas soient les ressortissants de l'ouest. Il reste le centre, sud et l'est. C'était les seuls, peut-être aussi, à protéger. Et le gouvernement a fait une très bonne chose. Certains pensaient même qu'on pouvait continuer l'application pour que ce soit même dans les mairies d'arrondissement que le problème, n'est-ce pas, de protection des autochtones aille jusqu'aux mairies. Mais non, je crois que le gouvernement a été sage, le gouvernement a été véritablement intelligent et a pu laisser donner ce plan Marshall, parce que c'est un plan Marshall, le partage équitable, n'est-ce pas, des responsabilités entre les Camerounais qui viennent d'horizons divers. Alors, vous prenez envie de parler. Bien sûr. Jean-Claude Sophieu. Oui, je dis. C'est à peine si vous n'avez pas tapé dessus. Non, permettez-moi. Maître Dieudonné Takam n'a pas parlé depuis un moment, je vous en prie. Allez-y. Il faut faire il faut remettre certaines déclarations sur ce plateau à leur place. Quand j'entends le représentant du parti État RDPC dire sur ce plateau que nous sommes parti État RDPC, je pèse suffisamment mes mots et j'assume ce que je dis. Et je suis en train de dire ceci,
Quand il dit nous sommes gouvernés par la Constitution, qu'est-ce qu'il fait des conventions que le Cameroun a ratifiées? Donc le principe de la hiérarchie des normes juridiques, les conventions que nous avons, c'est moi qui ai les conventions que nous avons ratifiées, des conventions internationales qui sont de nature à faire en sorte que les lois internes qui ne sont pas conformes à ces dispositions-là sont perdues. Et je dis donc le Cameroun, dans l'état actuel, permettez-moi, je dis la ratification des conventions internationales par un pays entraîne de facto une obligation de respecter les dispositions de la convention. Jean-Claude Sobtier et Patrice Ndono. C'est le premier point. Jean-Claude Sobtier. Le deuxième point sur lequel je devrais en parler, c'est quoi? C'est que j'ai comme l'impression, quand on entend le représentant du parti État RDPC, c'est comme si on était dans une sorte de cacophonie juridique. Pour la simple raison, tout à l'heure, là, quand il parle d'orthothone, il prend le mot orthothone, on peut les mélanger avec la minorité, les allogènes, tout ça, non. Nous disons que sur ce plateau, pour la gouverne des populations qui nous suivent en ce moment, de façon précise, le mot autochtone, au sens onusien du terme, n'a pas la même définition que le mot orthothone fait défini par le législateur camerounais. Et maintenant, une autre chose que je voulais introduire, Ghislain, Pierre Sono, il a soulevé la question, de la Cour pénale. Il a soulevé la question de la Cour pénale. Je vous en prie, donnez-lui quelques secondes. Oui. Et maintenant qu'il a soulevé la question de la Cour pénale internationale, je suis très content parce qu'à la fin, il a dit, même en dépit du fait que le Cameroun n'a pas ratifié les accords de rang, n'est-ce pas, peut se voir à un moment donné interpellé, n'est-ce pas, pour des fautes commises, n'est-ce pas, que ça peut être un génocide, ça peut être un crime contre l'humanité. Si nous prenons la résolution numéro 1593 du 31 mars 2100 concernant le Darfour au Soudan, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait pris une résolution qui a permis à la Cour pénale internationale de statuer sur les crimes contre l'humanité qui se sont perpétrés dans le Darfour. Très bien, on vous a compris. Je reviens donc pour dire que le cas du Cameroun, nous ne sommes pas exempts de cette situation. Très bien, on vous a bien compris. Maître Dieudonné Takam, avocat au barreau du Cameroun et à la CPI, la Cour pénale internationale, merci une fois encore de prendre la parole. Est-ce que vous avez l'impression qu'au regard des définitions, des conceptions et des interprétations qui sont faites sur ce plateau, il y a antagonisme entre la norme internationale et la norme nationale en matière de considération d'autochtones et d'autochtonie? Écoutez, au premier abord, moi j'ai comme l'impression, lorsque je lis les textes, l'esprit, parce que dans un texte, il y a l'esprit et il y a la lettre. L'esprit des différents textes nationaux, en commençant par la loi fondamentale telle que modifiée en 1996 et le Code général sur les collectivités territoriales décentralisées qui est actuellement en examen, il va probablement être adopté. Je pense que le gouvernement de la République voudrait en réalité avoir le même sens qu'à l'international. Mais sauf que le contexte ne s'y prête pas. Vous savez, au Cameroun, si on s'en tient uniquement à la définition de l'orthotonie telle que stipulée par les instruments juridiques internationaux, on ne trouvera pas beaucoup de peuples autochtones au Cameroun. C'est ça. Je crois que d'ailleurs, vous-même en tant que professionnel, vous avez invité d'eux. Je ne sais pas si en dehors de là, véritablement, on a le peuple Bakoka qu'on appelle vulgairement les Pygmées. Ce peuple-là est représenté sur ce plateau. On a également le peuple Bororo qui est représenté sur ce plateau. Je pense que si vous lisez l'histoire de l'occupation du sol du Cameroun, c'est, pour ainsi dire, les principaux peuples qui étaient installés sur place au Cameroun avant que les autres n'arrivent. Si vous voyez les Bamileke, les Beti, les Bassa, etc., on va vous dire tel peuple vient du Tika, tel autre vient du Congo, tel autre vient du Nigeria, etc., tel autre vient du Soudan. Ok? Je pense que c'est le peuple pygmée et le peuple Bororo. Personne ne parvient à vous dire qu'il n'était pas là avant. Donc nous, pratiquement tout le monde,
est venu après. Voilà. C'est donc dit que s'il faut parler véritablement de peuples autochtones, c'est ces deux peuples-là. Je pense que ce que le gouvernement de la République essaie de faire, c'est de dire que, ok, le pays est divisé pour l'instant en 10 régions et chaque Camerounais fait partie originellement d'une région. Et donc, il faudrait que dans la répartition des tâches de gestion de la région, qu'on réserve au moins une tâche à un ressortissant de la région. Pour moi, j'aurais préféré cette appellation par rapport à l'autochtonie. C'est-à-dire, par exemple, que si l'article 57 de la Constitution disait, par exemple, que le président du conseil régional doit être un ressortissant de la région, vraiment, ça m'aurait arrangé. Très bien. J'aurais bien souhaité, et c'est ce que je propose, je pense que les députés qui sont à la pour ce qui est du code de la décentralisation, je propose qu'au niveau de l'article 246, alinéa 1, que les députés modifient et adoptent simplement que le maire de la ville doit être un ressortissant. Le maire de la ville doit être un ressortissant de la région de rattachement de la région de rattachement de la communauté urbaine. Je crois qu'il faut d'ailleurs saluer la précision que M. Ondebo vient de faire parce que j'ai entendu depuis le dépôt de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, beaucoup de choses se disent dans les radios, sur les antennes de télévision, etc. Beaucoup pensent que désormais, pour être maire à Bamejou, il faut être un ressortissant de Bamejou. Pour être maire à Yaoundé, il faut être un ressortissant de Yaoundé. Non, c'est pas cela l'esprit, il y a la lettre de la loi. Étant un Sawa, vous pouvez être maire au nord. Étant un Bamileke, vous pouvez être maire au sud. Étant un Béti, vous pouvez être maire à l'ouest. Mais pas de communautés urbaines. Exact. Donc la différence est simplement au niveau des communautés urbaines, les super maires. Comme désormais ça va se faire, ça va se dire. Mais l'appellation officielle qui est proposée aux députés, c'est le maire de. Vous pouvez être maire d'arrondissement sans être autochtone ou sans être originaire de cet arrondissement-là, mais pour être maire de la ville, le projet propose qu'il faut être autochtone. Moi, je propose qu'il faut simplement être originaire de la région et qu'on enlève cette notion d'autochtonie qui, par opposition, renvoie à la notion d'allogène et qui tend à discriminer les Camerounais entre eux. Patrice Ondono, vous vouliez réagir, hein? Thierry Massaga n'a pas parlé depuis un moment. Ajouter un petit mot que, vous êtes d'accord avec ce que disait Dieudonné Takam? Oui, vers la fin, effectivement, de son argumentation. Et pas au début. Il m'a rejoint. Et pas au début. Au début, ça faisait problème parce qu'en réalité, je voulais préciser que moi, je suis autochtone de quelque part. Je suis autochtone de Messamena parce que j'y suis né. Messamena, c'est dans la région de l'Est du Cameroun, le soleil levant. Les ancêtres sont là-bas. Et chaque Camerounais est autochtone de quelque part. C'est-à-dire que vous venez nécessairement effectivement de quelque part. C'est justement cette et le thème ce qui fait problème. Est-ce que vos ancêtres ont été toujours à Messamena? Oui. Non, vos ancêtres sont certainement venus d'ailleurs pour s'installer là-bas. Non, ils ont toujours été là-bas. Ils ont toujours été là-bas. Ils ont toujours été là-bas. Exactement comme le peuple pygmée et le peuple bororo. Les pygmées sont nos voisins. Ils ont toujours été... Thierry Massaga, peut-être il y a une parenthèse que vous devez faire. Thierry Massaga, une précision. C'est que quand on parle des pygmées, on se dit toujours, ce sont les hommes de petite taille. Il y a des pygmées plus grands que Maître Takam, par exemple. Il va toujours de la chasse et de la canne. Non, aujourd'hui, il y a des pygmées qui obtiennent le baccalauréat, qui obtiennent le promotoire, qui obtiennent et qui sont dans des écoles de formation. Dans des écoles de formation et tout, ce n'est pas toujours... Mais est-ce que vous ne vous sentez pas menacé? C'est la question que je voudrais vous passer dans le cadre de la définition que propose tantôt Maître Takam Takto, Patrice Ondono. Est-ce que, en considérant ces racines territoriales, vous ne vous sentez pas menacé si jamais on enlevait le verrou de l'autochtonie? Est-ce que vous n'avez pas peur d'être envahi plus tard par tout le monde qui se sentirait, entre guillemets, originaire de vos territoires ancestraux? Non, nous nous sentons très menacés, ça, il faudrait le signaler. Je voudrais ajouter que les pygmées de la forêt, laisser ces pygmées vivre avec leur mode de vie. Leur mode de vie, parce que nous n'avons pas besoin d'une certaine transformation. Laisser ces pygmées avec leur mode de vie et leur considération. C'est ça. Nous avons quand même
nous avons quand même besoin de sauvegarder ce que nos ancêtres nous ont. Vous n'avez pas besoin que vous soyez envahi. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de rester. C'est ça la finalité des textes internationaux. C'est exactement de ça. Ce n'est pas la même chose que nous voyons dans notre législation locale. Il ne s'agit pas forcément que pour diriger, pour être par exemple, je prends le cas qui est en discussion, pour être le maire de Berthois, le maire de Berthois. On n'a pas absolument besoin d'être un pygmée pour bien gérer. Non. OK? Parce que c'est un peu ce que notre loi veut. C'est-à-dire qu'il faut que, pour être le maire de Berthois, qu'on soit un pygmée. Or, en réalité, ce que la communauté internationale veut, c'est que le maire de Berthois permette, qu'il soit pygmée ou pas, permette aux pygmées de continuer à garder leur cadre de vie, de continuer à garder leur tradition, de continuer à garder leur forêt sacrée. C'est de ça qu'il est question. Très bien. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec les autres considérations en termes de gestion de la cité. Parce que si on veut aller plus loin pour dire, par exemple, que pour être président de la République du Cameroun, il faudrait absolument être ressortissant de ces... On peut être président de la République étant ressortissant de n'importe quelle région du Cameroun. Oui, voilà, je voulais me dire, avant de passer... Mais sauf que quand peut-être faire une précision à Maître Dieudonné Taka, mais on est éventuellement dans le cadre des élections à caractère local où l'électorat est bien entendu local et localisé, mais dans le cadre d'une élection présidentielle, la circonscription elle est nationale. Donc on peut provenir de partout. Une précision de Patrice Ondon avant de la parole à Marouf, oui. Oui, la précision elle est du taille. Elle veut que lorsque vous voulez être président d'un pays comme le Cameroun, vous devez être un Camerounais d'origine. Vous ne devez pas être un Camerounais aucun Cameroun ne peut l'accepter. Nationalisé. Voilà. C'est la même chose au niveau, n'est-ce pas, des maires de ville et au niveau, n'est-ce pas, des collectivités territoriales que sont les régions. C'est tout à fait normal. Mais non, attention. Donc c'est tout à fait normal. Non. Vous voulez accéder à la marche suprême d'une région, c'est tout à fait normal que vous soyez, n'est-ce pas, une personnalité rattachée, n'est-ce pas, à cette région. Et si vous voulez être un super maire, c'est tout à fait normal. Dans le temps, on avait circonscrit les personnalités à ce niveau, au niveau départemental. Maintenant, on a élargi ça, n'est-ce pas, au niveau de la région. Donc, lorsque vous êtes au niveau d'une région, vous pouvez, n'est-ce pas, être le super maire d'une grande ville. Très bien. Monsieur Maroufou, vous voulez prendre la parole, le porte-parole de Bororo. Est-ce que vous vous sentez menacé? Je vous réitère la question que j'ai posée à Thierry Massaga tout à l'heure. Est-ce que vous vous sentez menacé? Quelles sont vos prétentions et quels sont vos a priori par rapport à cette notion d'autochtonie? Avant de répondre à cette question, M. Ghislain Peressono, permettez-moi un peu de recadrer les propos du représentant du parti au pouvoir, qui disait au début de ses propos que les Mbororo sont... il a cru entendre que j'ai dit que les Mbororo sont refoulés. Jamais. Je n'ai pas dit que les Mbororo sont refoulés au Cameroun. Je reconnais que le gouvernement fait l'effort. Je reconnais d'ailleurs... C'est même inscrit dans notre loi fondamentale. J'ai la parole, s'il vous plaît. Je reconnais que le RDPC, avant les élections législatives, a signé un circulaire qui demande qu'il faut prendre en compte les composantes sociologiques et les minorités dans les investitures de trucs. Vous avez l'impression que cela a été respecté? Dans certaines localités. Et j'en ai des preuves à l'appui. Moi, je reviens à quelque chose de fondamental. Ce qui nous concerne, ce n'est pas le fait que le test a dit. Sur le terrain de la pratique, qu'est-ce qui est fait? Je vais prendre un exemple. Ça ne fait pas 2 semaines, j'étais dans la région de l'Adamawa. Je vous raconte un fait dont moi-même j'étais victime. Je conduisais une moto, arrivé au contrôle des policiers, on m'a arrêté. Je suis resté là-bas plus d'1 heure de temps. Les autres qui n'étaient pas issus de ma communauté venaient passer. Alors que moi, l'argent qu'on me demandait... Il a la parole. Vous n'avez pas les papiers. Il a la parole. Je suis en train de parler. Les gens qui passaient, on les laissait passer. Vous aviez des documents? J'avais mes documents. Tous les documents au complet pour pouvoir circuler? En parlant des documents, quand on circule comme ça, si vous n'avez pas tous les documents, il y a le contrôle que vous payez. Mais quand on voit quelqu'un qui est issu, par exemple, de la communauté, on dit que bon, celui-ci, il n'a jamais été à l'école, on va voir comment on va le gérer. Ça, c'est des cas dont nous sommes victimes, je suis obligé de le dire. Oui. Pour que le gouvernement, si le gouvernement n'est pas au courant, il faut que le gouvernement sache que voici ce que la communauté est victime. Et maintenant, pour répondre à ma question. Pour répondre à votre question, moi je pense que les Mbororo ne se sentent pas menacés parce que les Mbororo sont aimés par
Tous. Par tout le monde. Les Mbororo, c'est un peuple qui n'a pas de problème. Le seul problème qu'on a, c'est le problème d'intégration nationale. Le problème agro-pastoral, ça, ce n'est que normal. Parce que entre la relation entre le bœuf et le champ, c'est une relation, conjugale. Toujours conflictuelle. Hein. Conflictuelle. En tout cas, Avant, permettez-moi de clore que je disais que la relation, c'est une relation conjugale. Tantôt, c'est bijou. Non, pas conjugale, mais conflictuelle. Conflictuelle et harmonieuse. Parfois, c'est conflictuel. Oui, c'est ça que je dis. C'est comme à la maison avec la femme. Aujourd'hui, c'est bijou. Demain, c'est vas-y, rentre chez vous. C'est comme ça la relation. Mais c'est pas cela tous les jours. Hein, c'est comme ça. Donc, moi, la question que je me pose, j'ai là devant moi 2 représentants du parti. Moi, je me posais dans la question, et je vous posais la question. À l'UDC, qu'est-ce qui est fait le l'UDC et l'UDC, qu'est-ce que l'UDC fait pour les minorités? Très bien. Point d'interrogation. Qu'est-ce que le RDPC fait pour les minorités? Qu'est-ce que le MRC, le parti de Cabral, le PCRN, vous parlez du parti camerounais pour la réconciliation nationale. C'est ce qui nous intéresse. C'est bon, j'ai la parole. Non, je voulais à la suite. Vous ne pouvez parler 2 fois avant moi, ce n'est pas bon. Je veux prendre la parole, je veux l'arracher. Je conclue. Permettez, voilà, vous n'allez pas marginaliser la minorité. Hein. Permettez à M. Marofoud. Vous voyez même que sur le plateau, je suis marginalisé. Donc, j'appelle donc à réduire cette marginalisation politique, la marginalisation administrative, cette marginalisation sociale, pas tout le monde, ce n'est pas seulement le pouvoir, ou bien j'appelle les responsables des partis politiques d'opposition, parce que en regardant souvent le fonctionnement de ces partis, quand vous lisez, vraiment vous êtes... Vous ne vous retrouvez pas. En tant que minorité. Donc, la protection des minorités est perceptible, mais reste perfectible. Très bien. Elle reste perfectible. Jean-Claude Sobtier. Oui. Je voulais il a posé. Avant qu'il n'intervienne. Parce qu'il va parler pendant longtemps. Très bien. Juste une petite chose. Allez-y avec votre précision. La petite chose que je voulais dire, c'est qu'il y a une pensée qui dit mon peuple souffre, faute d'ignorance. Dans le cours. Faute de connaissance. Faute de connaissance. Dans le cours d'éducation à la citoyenneté ou le cours à l'éducation civique et morale au Cameroun, la protection des minorités est enseignée en classe de 5e et en 2e année des lycées techniques. Ça, c'est pour ce qui est de politique publique de l'éducation. Oui, il faut connaître ce qui se passe dans votre pays. On enseigne la protection des minorités, on enseigne l'intégration nationale, on enseigne comment on doit protéger les alors, Jean-Claude Sobtier, enseigner dans nos cours. Oui, ça va. on vous a compris. Jean-Claude Sobtier dit que c'est bon. Absolument. Il a rectifié une erreur, je voudrais également qu'il rectifie une autre. Tout à l'heure, il a dit que le RDPC était un parti proche du pouvoir. Oui, nous sommes proches du pouvoir. Et j'entends le dire sur les ondes des radios, sur les plateaux de télévision, non. Au Cameroun, le parti au pouvoir, c'est bien le RDPC. Nous sommes proches du pouvoir. Non, c'est dans le parti. Parce que nous ne sommes pas les seuls à gérer le pouvoir au Cameroun. Non, oui, il y a d'autres partis. Il y a d'autres partis qui sont. Il faut éclairer la lanterne au gouvernement des Camerounais. Le parti au pouvoir au Cameroun, c'est le RDPC. Le parti. Donc vous devez en être conscient et bien gérer le pays pour pouvoir présenter un bilan demain. Le RDPC est un parti proche du pouvoir. Quand vous le dites, on a l'impression que vous fiez vos responsabilités. On ne suit pas les responsabilités. Merci. Très bien. Les partis pro-pouvoir sont vos partis alliés. Nous assumons. Les partis pro du pouvoir sont vos partis alliés, mais le parti au pouvoir, c'est le RDPC. Très bien. Merci. C'est ce que notre président a dit. Nous sommes un parti proche du pouvoir. Très bien. Allez, on va s'en tenir à ce que votre président national a dit. On s'en tient également à ce que Maître Dieudonné Takam fait comme remarque, et je ne jette pas sa parole. Mais il y a... Vu qu'il ne parle pas beaucoup, parce que quand il prend la parole, il monopolise la parole. Non, soyez rassurés, je suis là pour modérer la situation. Alors, Jean-Claude Sobtier, à vous la parole. Il vous a posé c'est une doléance, et moi je voulais vous réitérer une autre question, à savoir, est-ce que dans le cas de Maître Takam a dit, il nous a donné des éléments de langage, et il y a également Patrice Ondono qui nous a donné beaucoup d'éléments de langage, et puis Thierry Massaga a renchéri sur la question des considérations de ces peuples autochtones. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que si on laisse tout avancer textuellement, légalement, juridiquement, on va bousculer les institutions sociales, économiques, culturelles et même politiques de ces entités dites autochtones? Très bien. Disons sur ce plateau une chose. Une population autochtone, c'est quoi? C'est une population marginalisée.
Cela veut dire que quand on dit qu'une population est marginalisée, ça veut dire qu'il y a un ensemble de problèmes qu'il faut résoudre. Il faut résoudre des problèmes sur le plan socio-économique. Il faut résoudre les problèmes sur le plan éducatif. Il faut résoudre le problème sur le plan politique. Et je tiens à préciser ici, et que le représentant du parti État RDPC soit un peu poli. Pour la simple raison qu'un séminaire qui a été organisé à l'Est par les Nations Unies, avec la participation du ministère de la formation professionnelle au Cameroun, j'avais posé la question pendant ce séminaire de savoir pourquoi les dispositions de la convention numéro 169 de l'Organisation internationale du travail, le Cameroun n'a pas ratifié la convention. Parce que ça fixait un ensemble d'obligations qui devaient faire en sorte que l'environnement socio-économique, artistique, culturel des populations marginalisées devait être protégé. Et puis quand j'entends sur ce plateau, quelqu'un vient de dire que mon peuple périt faute de connaissance. C'est dans la Bible, Osée chapitre 4, verset 6, pour lui dire simplement que il ne faut pas que nous restons dans la dimension théorique. Il est question que le gouvernement de la République, qui a la responsabilité d'implémenter les politiques publiques, les politiques socio-économiques, prennent en main ses responsabilités. Et je vais dire à mon frère, l'Union démocratique du Cameroun, nous avions proposé que maintenant que le législateur a donné la possibilité au président de la République, en lui donnant un ancrage constitutionnel pour nommer 30 sénateurs sur les 100 sénateurs, cela veut dire que c'est aussi possible. De la même manière que les Nations Unies également ont refixé le quota de la question genre à 30%, il est bien possible que dans le cadre de la revisitation de la norme fondamentale, un quota peut être attribué aux populations orthotones, notamment ici, n'est-ce pas, les pygmées et les populations Bororo. C'est possible. Au niveau de la municipalité, c'est possible. Au niveau des élections législatives, c'est possible. Au niveau des élections sénatoriales, c'est possible. Mais alors, l'Union démocratique du Cameroun, nous avions dit, l'environnement premier des populations autochtones devrait faire l'objet d'une analyse pertinente parce qu'on a besoin, ils ont besoin d'eau. Ils ont besoin également de l'électricité comme toi et moi. Mais il va se trouver que les conventions, pour ne pas dire certains protocoles d'accord, que le gouvernement de la République passe avec des firmes étrangères qui vont exploiter le bois ou qui vont exploiter de l'or ou bien des minéraux, sont de nature à détruire le biotope et l'environnement premier, n'est-ce pas, des populations marginalisées qui vivent de la chasse et de la cueillette. Et l'Union démocratique du Cameroun a dit, pour résoudre ce genre de problème, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre en place une stratégie qui va faire en sorte que les projets de développement doivent être en adéquation, pas avec, n'est-ce pas, l'emploi, mais doivent être en adéquation avec le développement. Et pour le faire, nous avons suggéré que en l'état actuel des choses, vous l'attendez tout à l'heure, je vous en prie. On pouvait dire que la Constitution peut être un cadre juridique qui doit apporter, n'est-ce pas, pour l'action des pouvoirs publics, un engagement réel. Mais malheureusement, le gouvernement n'ayant pas ratifié la convention numéro 169 de l'Organisation internationale du travail, qui lui fixait certaines obligations, n'est-ce pas? Vous comprenez que il y a entre le dire et le faire. Il y a on une dit ce qu'on distanciation. dit, mais on ne fait pas ce qu'on dit. Tout à fait. Alors, Patrice Ndono, pour reprendre la parole, je voudrais qu'on avance un peu sur ce débat. On fait un peu fi de ce que j'ai envie d'appeler le débat contextuel, parce qu'il y a effectivement ce texte qui est en examen au Parlement camerounais. Alors, la question c'est, si l'on regarde en termes démocratiques les institutions qui fonctionnent, le principe en la matière, c'est le nombre, c'est la quantité. Est-ce qu'on ne doit pas préserver l'originalité de l'État du Cameroun en préservant ou pas cette notion d'autochtone? Je voulais, avant effectivement de répondre rapidement à cette question, préciser deux petites pensées. La première pensée que M. Sobjo a développée tout à l'heure, en disant que le gouvernement camerounais a signé n'importe quelle convention avec des multinationales pour exploiter au préjudice, n'est-ce pas, des populations riveraines. Je dirais que ce n'est pas juste. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le code minier au Cameroun. Le code minier est
est appliqué au Cameroun. Et le code Mais minier, le cahier de charges fixe des minier obligations pour ces structures qui ne sont jamais respectées au niveau des infrastructures routières, sanitaires et éducatives. Le code minier. Est-ce que c'est respecté? Est appliqué, mais ça, je veux vous rappeler. C'est pas respecté. Il y a des cas où c'est respecté. Il y a des cas, où c'est respecté. C'est ça. Donc, pour être juste, il y a des cas où, beaucoup de cas où c'est respecté. Et en plus, autre chose, je voulais juste ajouter que ça ne peut pas être... on ne peut pas amalgamer. On ne peut pas amalgamer. Mais pour revenir effectivement à votre question, la spécificité camerounaise est à plusieurs niveaux. Mais la phrase que nous devons retenir, c'est que nous sommes un peuple divers et uni. Je crois que c'est à partir de là que vous devez comprendre que le Cameroun est un exemple unique. Étant donné que, vous le savez, nous sommes à plus de 200 tribus au Cameroun. Nous sommes plus de 200 tribus au Cameroun. Mais tout à l'heure, il a évoqué la Convention 169 qui a été signée par... de l'Organisation internationale du travail, dont le Cameroun n'a pas ratifié. Oui, que le Cameroun n'a pas ratifié. Mais cette convention parle des peuples indigènes et des peuples tribaux. Donc, je ne crois pas qu'au jour d'aujourd'hui, on peut traiter un peuple camerounais, un peuple camerounais de peuple tribal ou de peuple indigène. Parce que ça ne nous concerne pas, ça concerne les pays d'Amérique du Sud. Ça ne concerne pas les peuples qui composent, la mosaïque de peuples qui composent le Cameroun. Et donc, c'est qui justifie le fait qu'on ne justifie pas... le Cameroun, et c'est pour cela que le Cameroun n'a pas ratifié ce genre de convention. Je voulais donc vous dire que, en réalité, la démocratie obéit à 5 grands principes. Le premier principe de la démocratie que nous devons comprendre, c'est la participation du peuple au débat et à la gestion du pouvoir politique. Le deuxième principe, c'est la réglementation. Est-ce que la réglementation qui gouverne le Cameroun est une réglementation favorable aux libertés publiques et aux libertés individuelles? Oui, ça l'est. Le troisième principe, c'est la représentation. Est-ce que la représentation au Cameroun est faite? Est-ce que le peuple est représenté? Est-ce que le peuple a la possibilité, n'est-ce pas, d'élire ses représentants, que ce soit au niveau local ou bien au niveau national? Oui, c'est possible. C'est ce qui se passe au Cameroun. Le 9 février, il y a élection. Le quatrième principe qui organise les grandes démocraties, les démocraties modernes, c'est les compétitions électorales. Est-ce que les compétitions électorales au Cameroun sont justes? Sont saines. Oui, les compétitions sont justes et transparentes et équitables au Cameroun. Pourquoi? Parce que le principe directeur de un homme, une voix est respecté au Cameroun. Et la cinquième chose, est-ce qu'il y a toujours dans les principes qui gouvernent les démocraties modernes, les principes fondamentaux de la démocratie. Voilà. Est-ce qu'il y a, n'est-ce pas, la séparation des pouvoirs au Cameroun? Oui, il y a la séparation des pouvoirs au Cameroun. Comment ça? Il y a la séparation des pouvoirs au Cameroun. Comment? Sur le plan central, il y a la séparation entre les pouvoirs législatifs, judiciaires et le pouvoir du gouvernement exécutif. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sur le plan décentralisé, il y a des collectivités décentralisées qui existent, qui sont une sorte de pouvoir. C'est une sorte de pouvoir local. Donc, il y a une séparation spatio-temporelle au Cameroun. Donc, tous ces grands principes sont respectés au Cameroun. Le Cameroun est une grande démocratie. Donc, c'est des choses qu'il faut respecter. C'est une spécificité qu'il faut respecter. C'est une originalité camerounaise. Vraiment, en quelques secondes, monsieur Maroufou, oui. Principe de la démocratie, je voudrais dorénavant qu'on ajoute un 6e principe, qui est celui de la protection et de la promotion des minorités. Ça fait partie, c'est dans notre constitution. Parce qu'il y a un débat au sein de la société intellectuelle sur la question de la prise ou non des minorités ethniques. Il y a ceux qui sont pour et d'autres qui sont contre. Parmi les principes fondamentaux de la démocratie. Thierry Massaga, également une parenthèse rapidement à ouvrir et à refermer avant la prise de parole de Maître Dieudonné Takam. Une parenthèse très rapidement. Je voudrais dire à mon petit frère, en toute sincérité, nous bavardons beaucoup. Nous bavardons beaucoup et nous avons des objectifs. Pour moi, je considère beaucoup plus que ce combat, ce débat aujourd'hui est beaucoup plus politique, où il devait beaucoup plus aller dans le cadre du social. Nous n'avons pas une opposition au Cameroun. Nous avons une opposition ethnocentrée, tirant sa force d'une base ethnique et régionaliste.
Vous allez voir que vous êtes Morolo, vous allez défendre, vous êtes Bamoun, vous défendez. Nous n'avons pas une opposition. Je crois d'ailleurs que excusez-moi, ça m'engage. Le comportement actuel de l'opposition camerounaise a de nombreuses similitudes avec l'autisme. C'est-à-dire l'autisme en termes médical est une maladie pendant laquelle la personne qui en est atteinte perd tout contact avec la réalité, avec les autres personnes. Vous ne pouvez pas, là, depuis plus de 20 ans, vous n'avez pas à vous réunir pour pouvoir battre le parti au pouvoir. Vous venez déranger les gens. Je vous dis qu'il arrivera un moment où nous allons vous inviter, nous allons vous faire je vous le dis. Il arrivera un moment. Non, sincèrement, vous n'avez pas à vous réunir. Pour pouvoir trouver des solutions définitives par rapport à la situation du pays. Mais tout le temps, vous êtes là. Nous allons. C'est celui qui défendait les populations. Non, mais je le défends. C'est sa meilleure à lui, peut-être, de défendre les populations. Mais je voulais dire une chose. C'est son opinion, M. Jean-Claude. Mais quelqu'un m'a dit sur ce plateau que tu as laissé passer qu'il y a séparation des pouvoirs au Cameroun. Je dois rappeler. Vous allez prendre la parole tout à l'heure pour vous apaisantir là-dessus. Je voudrais la donner à Maître. Il faudrait qu'une minorité aussi, avant que de passer la parole. Non, tout à l'heure, vous prenez la parole, M. Maroufou. Et je voudrais la passer à Maître Dieudonné Takam, l'avocat au barreau du Cameroun et à la CPI. Alors, est-ce que, en fond, en toile de fond, il n'y a pas comme une bipolarisation du débat entre les peuples du Grassfield et ceux des régions dites du sud, du Grand Sud Cameroun, sur la question de l'identité et fatalement contre ou pour le principe de la communauté? Ben, écoutez, M. Sono, je pense que votre question reflète la réalité du débat politique actuel au Cameroun. Pour celui qui s'informe et qui écoute les radios, qui regarde les débats télévisés, qui lit les journaux, bah, c'est une triste réalité. C'est une triste réalité. Ce n'est un secret pour personne. Pour ceux qui écoutent les débats, on a comme l'impression que effectivement, il y a c'est chassé-croisé entre deux grands groupes socioculturels. Voilà. Certains pensent qu'au Cameroun, il y a un peuple qui est plus nomade que les Bororo. En réalité, il y a un peuple qui part toujours de son terroir pour aller s'installer ailleurs et qui fait foule et qui, à un moment donné, devient majoritaire. Et par conséquent, si on n'encadre pas, il y a risque de ce que, s'il y a élection, eh bien, c'est un ressortissant de ce peuple-là qui pourrait éventuellement remporter les élections au niveau local. D'où la nécessité de légiférer. Au sens légal du terme, il faut faire des lois. Je ne sais pas, M. Sono. Pour moi, personnellement, ce qui compte, ce n'est pas que ce soit M. Ondobo qui soit maire, ou que ce soit M. Maïfou. Non. Quel que soit le maire, moi je vis à Yaoundé depuis bientôt 30 ans. Mes enfants sont nés à Yaoundé, ils ne connaissent que Yaoundé, ils ne sont jamais allés ailleurs. Vous y avez construit modestement une maison? Moi, M. Sono, je voyage quelquefois. Je vais dans des pays, je rentre sans savoir qui est le chef de l'État de ce pays, qui est le maire de ce pays, parce que je n'en ai pas besoin. Vous arrivez, vous avez l'eau, vous avez la lumière, vous êtes malade, vous pouvez vous soigner. Est-ce que vous avez besoin de savoir qui a organisé tout ça? Non. Pour moi, le maire de Yaoundé, qu'il soit du peuple Bakoko, qu'il soit Bororo, qu'il soit Bamileke, qu'il soit Bassa ou Douala, ce que je veux, c'est que lorsque je sors de chez moi... Qui est les services sociaux. Qui est des routes, qui est des hôpitaux. Et c'est la même chose même au sommet de l'État. Hein. Je vous assure que même au sommet de l'État, les Camerounais, je crois qu'il y a un copénaliste... Thierry Massaga. Oui. Il s'est offusqué de ce que les opposants ne se réunissent pas pour apporter un meilleur vivre aux populations, pour pousser le gouvernement en place à faire plus. Ok? Parce qu'il faut aussi être de mauvaise foi pour dire que rien n'est fait. Quelque chose est fait, mais ce n'est pas assez. C'est pas assez. Je pense comme c'est Sono, lorsque vous rentrez chez vous le soir, vous voyez qu'on a coupé l'électricité. Vous rentrez le lendemain, vous voyez qu'on a coupé l'électricité. Ah non, vous n'êtes pas content. Même si vous ne prenez pas... Si vous ne prenez pas les voies des marches dans la rue comme certaines personnes proposent, en réalité, au fond, vous n'êtes pas content. Personne n'est content.
Lorsque vous levez le matin, vous voulez repasser votre chemise, on a coupé l'électricité. Vous voulez vous laver, on a coupé l'eau. Vous ne pouvez pas être content que vous soyez du RDPC ou de l'UDC ou un opposant. Donc en fait, le combat doit être celui du bien-être des Camerounais. Et ce bien-être des Camerounais, pour moi, qu'il soit apporté par un allogène ou par un autochtone, c'est ça qui compte. Maître Dieudonné Taka, merci. Mais je voudrais que vous gardiez un peu la parole encore pour 2 secondes, pour 2 minutes. Je voudrais qu'on rentre par là sur la question des modalités de représentation, parce que manifestement, c'est bien cela le débat. Quel est, selon vous, le modèle en termes de modalités de représentation des peuples au sein des instances de direction politique, économique, sociale et culturelle? Quel est le modèle de modalités que vous proposez? Le meilleur modèle, pour moi, c'est le modèle qui prend en compte ce que notre Constitution a déjà prévu. Toutes les composantes sociologiques de la République. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, à Yaoundé 4, où je vis, on sait qu'il existe les peuples Béti, Bamileke, Bassa, des minorités, Bororo, Pygmée, etc. Que tout ce peuple-là soit représenté. Ok? Et c'est pour cela que, au Cameroun, nous avons, pour une très bonne partie, des bonnes lois qui, malheureusement, ne sont pas implémentées. Sur le terrain. C'est bien. Vous voyez très bien que si les lois étaient appliquées, le problème ne se poserait même pas. Chaque parti politique devrait, dans sa liste, introduire, n'est-ce pas, toutes les composantes sociologiques. Et donc, si cette liste est élue, automatiquement, tout le monde est représenté. Patrice Ondono, sur la question des modalités de représentation, quelle est l'opinion du RDPC et donc du pouvoir? Il y a un texte qui est à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et si vous deviez vous faire entendre par les élus et les parlementaires, qu'est-ce que vous proposeriez en termes de modalités de représentation? Qu'on extirpe la question de l'autochtonie ou bien qu'on lui donne un peu plus de contenu qui vous sied? La question de l'autochtonie est bien placée. C'est-à-dire que ça aurait été une erreur, ça aurait été une grande injustice si le gouvernement ne plaçait pas cette question au centre, n'est-ce pas, du développement. Ça aurait été quelque chose d'extrêmement grave. Et heureusement que la sagesse du président nous a amené effectivement à poser ce problème au centre du débat. Certains pensent, et pas seulement parmi nous, mais parmi beaucoup de Camerounais, certains pensent qu'il fallait étendre cette question d'autochtonie, que ça concerne toutes les 360 mairies d'arrondissement du Cameroun. Mais je crois que, bon, on va parler de là. Il faut savoir que l'objectif premier du code général des collectivités territoriales décentralisées, c'est le développement du Cameroun. C'est-à-dire que jusqu'ici, vous savez, nous avons travaillé dans un système managérial qu'on connaît et qu'on peut identifier. C'était le top-down, c'est-à-dire que beaucoup de choses sont conçues au niveau supérieur et appliquées, n'est-ce pas, en bas. Mais avec la question de la décentralisation, c'est un nouveau management qui se met en place. C'est le bottom-up, c'est-à-dire que les questions des besoins remontent, quitte, n'est-ce pas, le bas pour remonter à l'extérieur. C'est pour cela que dans la répartition des finances qui entourent les différentes communes, on a effectivement... On parlait de 15% qui devrait aller en direction des collectivités territoriales décentralisées. 15% du budget de l'État qui est un minima, parce que c'est le minima, 15%. En plus des 15%, n'oubliez pas les 32 impôts locaux. Que chaque commune a 32 impôts locaux. Lorsque vous prenez le budget qui est de 4 900 quelque chose de milliards. Près de 5 000 milliards. Ouais, près de 5 000 milliards. Vous divisez, vous allez constater qu'il y a près de 700 milliards qui seront dévolus à l'ensemble, n'est-ce pas, des collectivités pour leur développement. En plus de leurs impôts locaux qui sont à 32 impôts locaux, dont il va appartenir à chaque exécutif de faire des efforts dans le recouvrement, n'est-ce pas, des impôts. Donc, les collectivités territoriales décentralisées seront effectivement riches, que ce soit les communes ou bien les régions. Jean-Claude Sobtier, est-ce que ces textes-là devraient garder l'autochtonie pour qu'ils participent effectivement de la péréquation de la justice sociale? Très bien. Si vous utilisez le terme orthothone, on peut se poser la question de savoir où est la différence entre la décentralisation et le fédéralisme. Si vous allez choisir une personne, on dit qu'il ne sera plus
nommé, mais qui sera élu. Et on précise qu'il doit être un autochtone. Pourquoi pas accepter le fédéralisme comme la forme de l'État? Ça, c'est une question qu'il faut se la poser. Maintenant, vous allez me permettre, et son nom, de rétablir une vérité scientifique sur ce plateau que je ne peux pas laisser passer. Quelqu'un nous a dit tout à l'heure que les trois pouvoirs au Cameroun étaient séparés. C'est-à-dire que le judiciaire est séparé de l'exécutif est séparé du législatif. Non. Le président de la République, en tant que chef de l'exécutif, est président du Conseil supérieur de la magistrature suprême. Il gère donc la carrière des magistrats assis et des magistrats debout. Cela veut dire qu'il y a une immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. Maintenant, si nous prenons le Sénat, sur les 100 sénateurs, le président de la République nomme 30 sénateurs sur les 100. C'est une immixtion de l'exécutif dans le Parlement. Vous comprenez que, fondamentalement parlant, nous ne pouvons pas sur ce plateau dire aux Camerounais qu'il y a séparation de pouvoir. C'est faux. Je vais donc simplement dire que, si on s'en tient au décryptage de l'article 246, qui pose le problème d'orthotonie comme une condition, comme une carte d'identité qui vous permet, n'est-ce pas, d'être élu comme le maire qui va gérer la ville, cela pose un problème sur le plan démocratique. Je dis l'article 246 déconstruit l'unité nationale. L'article 246 déconstruit l'intégration nationale. L'article 246 détruit la concorde communautaire. L'article 246 détruit le vivre ensemble, dont la quête de l'harmonie est toujours recherchée. Et maintenant, l'article 246 est un ingrédient, est un engrais qui nourrit le tribalisme. L'article 256 est la récusation du critère de compétence. L'article 246 déconstruit la dynamique constitutionnelle qui voudrait que l'égalité des chances soit reconnue à tout citoyen, à toute citoyenne. L'article 246 est un facteur d'instabilité, générateur des actions pérennes d'aggravation de la crise socio-économique gravissime dans le pays et dans le nord-ouest en particulier. L'article 246 remet en cause l'esprit et la lettre des recommandations qui ont été prises au grand dialogue national et à la rencontre tripartite de 1996. Vous voyez que les 7 éléments que je viens de citer mettent en évidence la ruse politique. Et la ruse politique, je dois le dire, on peut ruser un temps pour confisquer le pouvoir. Mais on ne peut pas ruser tout le temps pour confisquer le pouvoir. Et maintenant, pour revenir à ma question, est-ce que, d'ailleurs, vous avez répondu à cette question de façon indirecte. Le modèle. Non, il n'a pas. Le modèle dont vous parlez. C'était son tour de parole. Le modèle dont vous parlez. Le modèle dont vous parlez tout à l'heure là. Consiste à se poser la question de savoir est-ce qu'en réalité, on devrait prendre en compte la problématique de l'équilibre régional. C'est la question que vous êtes en train de me poser sous d'autres formes. Parce que son propre parti politique. On ne peut pas tirer un peuple vers le bas. Voilà. On tire un peuple vers le haut. Et si on doit tirer un peuple vers le haut, l'équilibre régional dans notre pays doit être revisité. Pour faire en sorte que 50% des personnes qui auront accès aux services publics ou des concours dans les grandes écoles, qu'ils soient triés par compétences sur le terrain. Très bien. Et on peut maintenant procéder, n'est-ce pas, à pour les autres 50%. Une proportionnelle sur les 50 autres. C'est votre proposition. C'est ça. Oui, une parenthèse avant de donner la parole à Thierry Massaga. La petite parenthèse que je voulais faire, je voulais dire que son parti politique qui est l'UDC s'illustre par un comportement de tribalisme très avancé parce que on a fait les élections sénatoriales en 2013. Sur les 7 sénateurs qui sont venus de l'UDC, tous étaient d'une même tribu, les Bamoun. Donc tout ce qu'ils racontent là, ce sont des histoires à dormir debout. Il faut éviter de dire des choses que vous ne pouvez pas apporter la preuve. Voilà. Vous ne pouvez pas apporter la preuve, on monsieur. Ne peut pas trouver. Vous ne pouvez pas apporter la preuve je peux vous de garantir, ce que vous dites. Je peux vous garantir qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Si aujourd'hui la ville de Fumban devient une communauté urbaine, il n'y a qu'un Bamoun qui peut être Super-maire. Très bien. Thierry Massaga, la péréquation, la justice sociale, vous qui êtes un peuple minoritaire, est-ce que vous vous sentez protégé par ce texte-là en termes de justice sociale, quand on parle de minorités autochtones, en termes de péréquation entre vous et également le reste en termes de commerce juridique, par rapport à ce que vous devez participer vous aussi à la gestion des affaires de la cité? Je dis la justice sociale, elle existe.
Ghislain Pierre-Sono. Elle existe, la justice sociale. La preuve, nous pouvons aujourd'hui revendiquer, nous pouvons poser certains... Je dis, la justice sociale existe grâce à la politique d'intégration prônée par le chef de l'État. Je ne suis pas, je n'appartiens à aucun parti politique. Aucun parti, mais je dis, il faut vivre les faits. Il est arrivé à Thierry Massara de revendiquer plusieurs choses dans ce pays. Ghislain Pierre-Sono. C'est pas aujourd'hui, il y a 30 ans, il y a 32 ans. Je ne suis pas, je dis, je n'appartiens à aucun parti politique. Mais la justice sociale, elle existe. Elle existe au Cameroun. C'est également votre conception, M. Maroufou? Oui, la justice sociale au Cameroun, elle existe. C'est vrai, la justice, on peut dire l'aéronef de la justice a pris son envol. Mais moi, ce qui m'intéresse, M. Ghislain Pierre-Sono, au-delà de toutes ces lois, mon frère de la forêt, qui est un adjuvant du tourisme et que le tourisme apporte l'économie dans ces pays. Moi qui suis un grand éleveur, et ma communauté qui est la communauté Mboro qui est éleveur, qui apporte de l'économie dans ces pays, qu'est-ce qui est fait en retour à cette communauté, à ces peuples minoritaires? C'est que nous, on pose des concepts. Voici les élections qui arrivent. J'ai posé la question ici aux représentants des partis politiques. Par exemple, l'UDC. Il y a combien de députés dans l'ONU? Combien de députés investis par l'UDC? Dans ces députés, y a-t-il un Bororo? Zéro. À l'est du Cameroun, il y a mes frères. Combien de députés sont investis par les partis là-bas? Combien de conseils municipaux sont investis par les partis là-bas? Je reviens encore sur le phénomène de l'équilibre régional. Quand on parle de l'équilibre régional, on fait allusion aux régions, mais on oublie parfois que dans les régions, quand vous prenez le nord-ouest, vous trouvez la communauté Mboro. Quand vous prenez l'ouest, l'Ondé, presque tout l'ouest, le Noun, je sais quand vous divisez la population de Noun en 3, les Mboro occupent un tiers du Noun, je connais. Vous prenez la Damawa, l'est, l'extrême nord, le nord. Quand on dit l'équilibre régional, est-ce qu'on doit exclure ces minorités? Quand on prend l'est, mes frères, on doit les exclure. C'est donc ce débat qu'il faut poser, à savoir qu'il faut... Vous êtes un journaliste de terrain. Allez, faites les investigations. Il y a combien de Mboro dans la fonction publique camerounaise? C'est ça. Nous avons 180 députés à l'Assemblée nationale avec leurs suppléants. Il y a combien de députés et de suppléants, députés Mboro ou minorités pygmées? Allez, la cause est entendue. Point d'interrogation. Nous avons 360 mairies. Il y a combien de maires Mboro? Alors, cela pose, bien entendu, hein, ça fait partie des ingrédients qui ont été soulevés par Jean-Claude Soptieux. Tout à l'heure, peut-être c'est une question. Est-ce que vous avez postulé? On ne sait pas au niveau de la base. Maître Dieudonné Takam, peut-être que ce n'est pas juridique, ce n'est pas statutaire, mais c'est quand même des concepts, j'ai envie de dire, des paradigmes qui sont pragmatiques sous le ciel du renouveau. La question de l'équilibre régional, on parlait de la justice sociale qui a été acceptée par tout le monde sur ce plateau comme existante au Cameroun. Est-ce que vous avez l'impression que l'équilibre régional participe effectivement de cette construction de l'unité nationale et de l'intégration nationale, ou alors au contraire, c'est un principe qui nous a conduits dans les abîmes? Bon, on fera le bilan le moment venu. Mais pour l'instant, je pense qu'il convient de constater que il est de bon ton que toutes les populations camerounaises soient représentées dans l'administration camerounaise. Mais pour cela, on n'a pas forcément besoin que cela se passe par des concours. Pour moi, si on parle de concours, on parle de compétences. C'est ça. Parce que pour administrer le Cameroun, pour faire partie de l'administration camerounaise, on n'est pas seulement obligé de passer par voie de concours. Il existe des recrutements directs, il existe la Constitution permet au chef de l'État, au Premier ministre de prendre des décrets, au ministre de prendre des arrêtés pour nommer des personnes. Donc, lorsqu'on parle de concours, pour moi, il faut que ce soit les meilleurs. Des domaines sélectifs, parce que l'équilibre régional, c'est une bonne chose, mais pas dans tous les domaines. Il existe des domaines dans lesquels il ne devrait pas avoir d'équilibre régional. Les domaines dans lesquels on recherche la compétence. Monsieur Sono, lorsque vous êtes malade et vous arrivez à l'hôpital, avez-vous besoin de savoir si le médecin qui vous soigne est Bamileke, Bassa ou Betty? C'est ça. Pas du tout. C'est ça. Quand vous êtes malade, vous arrivez à l'hôpital, vous voulez être soigné et bien soigné. Alors,
imaginez que par souci d'équilibre régional, on a quand même pris un gars qui n'était pas suffisamment compétent, mais comme il fallait quand même l'équilibre régional, il est médecin. Vous imaginez la catastrophe? Une parenthèse, s'il vous plaît. Allez-y avec la parenthèse. Oui, en revenant sur le critère des concours en lien avec l'équilibre régional. On suppose, celui qui compétit par exemple à l'ENAM ou à l'IRIC, il a au moins le bac. Quand on a le bac, on n'est pas bête. Le concours, c'est quoi? C'est un test, on peut t'interroger sur un sujet, tu maîtrises le sujet. Sur un autre sujet, tu ne maîtrises pas. Mais quand vous êtes à l'école, vous subissez une formation. Et c'est cette formation qu'on pratique. On ne fait pas le concours immédiatement que vous êtes admis au concours. On vous envoie dans les directions de travail. La formation, c'est la parenthèse que je vous dis. À ce moment-là. Dans ces circonstances, c'est nous qui faisons nos lois. Nous pouvons bien les modifier. Maître de Takam, de façon sous-jacente par rapport à ce que dit M. Maroufou, est-ce que vous ne tenez pas compte de ce qu'il est convenu d'appeler les conditions juridiques? C'est-à-dire que quand on va à un concours, on a été formé l'un sur l'école sous l'arbre, l'autre l'école avec véhicule comme les enfants des maîtres Dieudonné Takam. Est-ce qu'on ne devrait pas tenir quand même compte? Il faut que l'État existe quand même pour rappeler qu'il y a cette originalité parce qu'on est quand même originaire de quelque part. On a étudié avec des conditions différentes et il faut assurer cette péréquation. Et c'est un peu ça le rôle de l'État, non? Mais écoutez, dans ce cas, on fait comme dans certains pays. On n'a pas besoin absolument de passer par un concours. On peut bien par décret nommer des magistrats, nommer des médecins. Et puis c'est simple, non? Lorsque le président de la République prend son décret pour, je ne sais pas moi, nommer les préfets, etc., les sous-préfets, qui trouve à redire? C'est son pouvoir régalien. Sauf que ces sous-préfets ont été formés, et ces préfets ont été formés par une école compétente. Oui, on peut donc effectivement partir sur la base du fait que si vous avez le bac, vous pouvez être nommé. Si vous avez la licence, vous pouvez être nommé. Ok? Donc, soyons sérieux. Si on parle de concours, c'est parce qu'on recherche la compétence. Nous sommes d'accord là-dessus. Et si on recherche la compétence, il faut donc qu'on prenne les meilleurs. Excusez-moi. Les autres personnes ressortissant d'autres régions qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas eu la possibilité de se former au point d'avoir cette même compétence-là, peuvent également servir à d'autres niveaux de la République. Je ne dis pas qu'il faut les exclure, non. Mais je dis que si on organise des concours, il faut qu'on prenne les meilleurs. Ou alors, qu'on fasse peut-être 50%, on dit, voilà, concours de recrutement de 50, et puis décret de recrutement de 50. C'est ça. Pour tenir compte des minorités. C'est ça. Ou alors de, je sais pas moi. Très bien. Réaction de Patrice Ondono. Oui, je voulais vous faire comprendre, après ça, tu me donnes la parole, à vous et à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, que il faut que nous puissions, par notre langage, cesser de stigmatiser, n'est-ce pas, les peuples minoritaires que sont les Baka et les Bororo. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où il faut que nous comprenions bien. Il n'y a pas un peuple de connaisseurs et un peuple de gens qui ne connaissent rien. Il n'y a pas une tribu de gouvernants et une tribu de gens qui doivent seulement être gouvernés. Il faut savoir que nous sommes dans un pays où nous devons tous nous respecter et respecter les droits et les devoirs, n'est-ce pas, de chaque peuple. Lorsque la politique, n'est-ce pas, de l'équilibre régional est mise sur pied, c'est pour permettre effectivement aux différents peuples, à la mosaïque, aux différents peuples, d'avoir un même niveau de développement. Au jour d'aujourd'hui, si nous constatons que... Pour éviter des implosions éventuelles. Exactement. Au jour d'aujourd'hui, si nous constatons que à côté de nous, il y a certains de nos peuples qui ne sont pas assez développés, nous devons effectivement accentuer cette politique de l'équilibre régional, promouvoir ces peuples minoritaires, parce que nous avons décidé, dans notre constitution, dans le cadre de l'intégration nationale, de protéger ces peuples minoritaires, de protéger, n'est-ce pas, ces peuples Baka et ces peuples... Allez, en guise de proposition, chacun va avoir le droit à 20 secondes. Nous sommes arrivés bientôt au terme de cette émission. Je commence par Thierry Massaga. En 20 secondes, quelle est votre proposition? Je dirais tout simplement qu'il faudrait promouvoir la culture et aussi la médecine traditionnelle. Exact. De ces minorités. La culture, c'est tout ce qui nous reste. Et pas seulement en politique. Oui, pas seulement en politique. Et comme disait le feu président Thomas Sankara, un pays sans culture est comme un corps sans âme. Très bien. Monsieur Maroufou.
Moi, je vais conclure en disant ceci, avec cette métaphore mécanique, que l'aéronef de la prise en compte des questions des minorités a pris son envol, mais n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Cet aéronef atteindra sa vitesse de croisière si et seulement si le gouvernement, les partis politiques, la société civile, la société internationale mettent un accélérateur à cette question. Jean-Claude Sobtier, vous avez bien vu que chacun a respecté 20 secondes. Tout à fait. Vous allez le faire? Je voudrais simplement dire qu'on évite d'institutionnaliser et de codifier le tribalisme au Cameroun. Le concept de minorité, le concept d'autochtone, pris dans le prisme du législateur camerounais, ne permet pas un développement cohérent de toutes les entités de la nation. Patrice Ondono. Oui, je voulais effectivement préciser que le Code général sur les collectivités décentralisées est un très bon texte et que l'ensemble des Camerounais, y compris jusqu'aux minorités, n'est-ce pas, tout le monde est content parce que on a prévu le partage équitable, n'est-ce pas, du pouvoir. Et ça, c'est donc une très bonne chose. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que on ne va pas faire comme le disait le représentant d'Indororo. Il faut que chaque parti politique puisse faire la promotion des minorités. Il faut que chaque autochtone, on respecte les droits des autochtones, qu'on respecte le droit des allogènes, parce que nous sommes autochtones quelque part et allogènes dans un autre endroit. Maître Dieudonné Takam, un instrument juridique de plus, mais pas de trop pour vous qui êtes avocat au barreau du Cameroun. Pas du tout, pas du tout. Nous faisons appliquer toutes les lois. Et pour moi, justement, en termes de conclusion, je souhaiterais que toutes nos lois soient adoptées dans le sens de la protection de l'intérêt général, l'intérêt de tous les Camerounais. Si des lois sont adoptées dans le sens de favoriser ou défavoriser, ce seraient des lois discriminatoires. Et justement, tous les instruments juridiques internationaux condamnent la discrimination. Le Cameroun doit promouvoir le vivre ensemble et non pas la séparation. Et dans le vivre ensemble, il y a tout. On tient compte des minorités, on tient compte des autochtones, on tient compte des allogènes. Bref, l'intérêt général doit être au-dessus de tout. Merci à vous Thierry Massaga, le président de l'Association nationale des désœuvrés du Cameroun. Il protège les Bakola, c'est un sous-groupe de la minorité pygmée. Merci à monsieur Maroufou, le porte-parole de la communauté Bororo du Cameroun. C'est également un peuple minoritaire et donc qui doit être protégé au Cameroun. Et ils ont reconnu que cela est fait au quotidien. Merci infiniment à Jean-Claude Sobtier Kapchouan, membre du bureau politique de l'Union démocratique du Cameroun. Merci à vous d'être venu. Merci infiniment à Patrice Ondono. Monsieur parlait pour le compte du DRDPC, donc Paul Biya, le président national. Merci infiniment à Maître Dieudonné Takam, avocat au barreau du Cameroun et à la CPI, la Cour pénale internationale. C'était corps électoral. Rendez-vous de cette semaine. Merci infiniment de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de Canada International. Bonsoir.